Donc merci d'être venu à cette session du DevFest. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Google Spreadsheet. Juste un petit sondage rapide. Est-ce que vous avez déjà utilisé Google Spreadsheet? Ou qui n'a jamais utilisé Google Spreadsheet? Ah, il y en a quelques-uns. Qui n'a jamais utilisé Google, enfin, une autre façon que l'interface web pour utiliser Google Spreadsheet? Ouais. La question n'était peut-être pas claire. Ok. Donc, je vais juste monter ces marches. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu justement de Google Spreadsheet et ce qu'on peut faire avec, des usages qu'on peut en avoir. Et puis on va avoir un petit cas d'usage pour voilà, la manipulation de Google Spreadsheet et comment les transformer en API web. Donc je m'appelle Manuel Boileau, je suis ingénieur en recherche et développement chez Reslet. Reslet, c'est une start-up nantaise en fait qui travaille au Hub Créatique et qui développe notamment le framework open source Reslet Framework, je ne sais pas si vous connaissez. Je suis aussi job leader de Nantes, donc j'interviens pas mal dans la communauté nantaise. Et The Code Artist, en fait, c'est mon titre de job chez Reslet. Alors pourquoi? C'est pas parce que je viens comme ça au boulot. Non, c'est qu'on a des titres de job qui sortent un petit peu des conventions développeurs Java senior, etc., qui est plus un peu lié à notre personnalité. Et donc, voilà, moi, c'est The Code Artist, je suis entouré de Engineering Bionic Captain, de Geek Translator, de Pirates of the Rest Valley, et ainsi de suite, API Math Scientist. Enfin, voilà. C'est une équipe plutôt sympa de l'équipe RD à Nantes. Donc, je vais commencer un petit peu par faire une petite citation d'un article du Monde qui parle des données. Donc, cet article, en fait, était une analyse un petit peu du monde actuel. Il disait que les données sont devenues une ressource peu différente des matières premières comme le charbon ou le minerai de fer et dont l'importance économique dépasse celle du pétrole. Aujourd'hui, en fait, on est à peu près tous d'accord, en fait, tous les esprits ou les analyses convergent pour dire que les données, ce sera un petit peu au centre du monde de demain, que ce soit les applications web qu'on connaît déjà, les objets connectés, les réseaux sociaux, tous les interactifs. Les données, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui au centre de tout. Et nous, on a tous un petit peu une culture informatique, et quand on pense données, on se dit ah, où est-ce que je vais stocker ça? Je vais stocker ça dans une base SQL, Oracle, PostgreSQL, ou dans du NoSQL, pour les gens qui suivent un peu plus les dernières nouveautés, donc du Mongo, du Big Data carrément, avec du Hadoop. Donc ça, c'est votre culture un peu informatique. Par contre, pour les gens qui sont voilà, chefs d'entreprise, secrétaires, ménagères, demandez-leur ce qu'ils vont faire en fait, de leurs données, où est-ce qu'ils vont les stocker. Bon, il y en a, ce sera sur des archives, du papier, peu importe. Pour les autres un peu plus modernes, ils vont vous dire du Excel ou voir du Google Spreadsheet parce que c'est facile d'accès, c'est facile d'usage. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire avec Google Spreadsheet, déjà dans un premier temps. Donc Google Spreadsheet, c'est quoi? C'est un tableur, comme Excel, qui est simple d'accès. On prend n'importe qui peut y aller si on n'utilise pas les fonctions, déjà juste pour stocker des données, c'est assez simple d'accès. C'est online, donc ça c'est un avantage, on va voir comment on va en tirer parti. Il y a une gestion de la sécurité aussi qui est disponible, donc on va pouvoir donner les accès à différentes personnes. C'est collaboratif, ce qui est intéressant dans notre usage aujourd'hui, c'est que si on fait des modifications, les autres pourront le voir en même temps. Et un des aspects aussi intéressants qui nous intéressait, c'est que Google fournit un SDK. Donc j'ai mis la documentation en lien en dessous. Et ce SDK en fait, va permettre, à part d'accéder à des programmes, enfin manipuler des Google Docs ou des Google Spreadsheets notamment, à partir d'applications Java ou d'applications Python. Donc je vais tout de suite commencer en fait par un petit démo du SDK Java. J'ai mis en lien en fait le projet que je vais utiliser, c'est un petit projet Java qui est sur mon repo GitHub. Donc si vous avez voilà, la démo, vous pourrez accéder en fait à toutes les sources après. Juste intervertir ça. Donc là, vous m'entendez un peu? Il n'y a plus de micro là? Si, ça. Donc là, c'est mon espace Google Doc, vous voyez, je n'ai pas beaucoup travaillé, c'est assez vide. Donc, voilà, j'ai initialisé un petit projet Java, donc on va regarder. Le projet Java, c'est un projet Maven, je vous montre le POM. Donc on a quoi dans le POM? Une librairie Google, comme Google GData, et une librairie JUnit. Donc ça va, on va faire beaucoup plus simple. Et ensuite, j'ai initialisé juste un petit, l'initialisation d'un test unitaire, qui est un test avec des choses qu'on va voir ensemble. Donc, des username password, c'est mes identifiants pour accéder à mon compte Google Doc. Ensuite, je vais instancier un spreadsheet service, qui est
le service justement d'accès aux fonctionnalités de spreadsheet, des spreadsheets de Google, auquel je vais passer mon authentification. Il y a plusieurs façons d'accéder en fait, de définir l'authentification au niveau de ces accès distants. Il y a ce que je vais utiliser ici, qui est basé sur un token qui nécessite la two-step authentification. Sinon, après, on peut utiliser du OAuth ou des choses comme ça pour accéder. C'est pas mal documenté dans la librairie Google. J'ai instancié un autre service aussi qu'on voit ici, qui est le doc service. Doc service, en fait, ça va nous permettre de manipuler des documents qui sont autres que Google Spreadsheet. On va voir un peu plus tard pourquoi on en a besoin. Et le fonctionnement un petit peu du SDK de Google, on va travailler un petit peu sur les API web. On va avoir des ressources qui vont être définies par des URL pour manipuler justement les données. Donc, dans la librairie de Google, on va avoir une URL factory qui va nous donner l'ensemble des ressources principales qu'on va pouvoir attaquer au niveau de Google Spreadsheet. Voilà, donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit test pour lister les spreadsheets. Voilà, donc on voit pas. Ah. Hop. Par contre, il va falloir que je scroll à chaque fois. Bon, je vais me débrouiller. Vous me dites quand vous ne voyez plus et puis je scroll. Voilà. Donc comment ça se passe pour lister les données? On va utiliser notre service Spreadsheet. On va faire ce qu'ils appellent récupérer un feed, donc une source de données. On va interroger une URL, donc ça on va utiliser en fait le service d'URL qui nous liste un certain nombre d'URL prédéfinis en fait, ce que je disais du service Google, donc get Spreadsheet feed URL, l'URL principale pour attaquer ou lister en tout cas la liste des services. Et là la partie qu'il faut regarder toute la documentation, c'est il faut qu'on utilise la classe en fait des objets qu'on va récupérer. Donc là je vais récupérer un feed, donc ça va être le résultat de l'appel à ma ressource. Sur un feed je vais avoir des entrées. Et les entrées, je vais pouvoir les parcourir pour vous afficher juste les types de mes documents Google Spreadsheet. Voilà, puis je vais vous afficher en dessous le nombre d'entrées qu'il va y avoir. C'est feed, pardon. Voilà, point size. Tranquille, hop. Voilà. Donc je vais lancer mon test, et puis on va voir en fait, oula, on arrive juste à la limite de visibilité. Ah, ça va être mieux, on va toujours le voir comme ça. Voilà, j'ai lancé mon test, il s'est connecté en fait à mon service Google Spreadsheet, à mon compte Google Spreadsheet, il va me dire j'ai 0 document. Donc là, on va directement pouvoir commencer à créer un document, et c'est là où le SDK de Google Spreadsheet montre ses premières limites, c'est qu'on ne peut pas créer un document avec, on peut juste les manipuler. Donc on va utiliser maintenant le SDK en fait de Google Drive directement, donc pour créer un spreadsheet. Voilà, donc c'est là où on va utiliser le doc service, on va lui demander d'insérer un nouveau document. Alors, c'est là que j'ai mis l'URL, attendez, je vais vous montrer juste en dessous. Voilà, l'URL que j'avais initialisé ici, qui est un peu dur à trouver dans la documentation, c'est l'URL pour manipuler des documents en fait, au sein de Google Drive. Voilà, et là je vais lui passer une entry, et donc je vais créer une nouvelle spreadsheet entry. Alors, il faut faire attention, comme il y a des spreadsheets, on en a dans la librairie dédiée à spreadsheet et dans la librairie Google Doc. Donc il faut bien faire attention en fait, de bien utiliser le bon package. Donc je vais créer mon entrée. Voilà, je vais lui mettre un titre. Et comme il y a des gens de GDFS qui me regardent, je vais appeler mon document dev-test. Voilà. J'exécute mon test. J'ai toujours un petit peu à la table un petit peu déjà de compilation de mon code Java. Je vais rafraîchir ma page. Le seul endroit où on ne voit pas les notifications en temps réel, c'est sur la liste des documents créés. Voilà, donc j'ai créé un nouveau document en fait dans mon Google Spreadsheet que je vais ouvrir. On va voir que c'est un document tout à fait banal. Et on va essayer de voir. Je vais essayer de changer ça parce que normalement j'aurais bien voulu qu'on voit le titre de mon document. Voilà, j'ai un seul onglet qui s'appelle feuille 1 et on va commencer justement à voir les manipulations qu'on peut faire sur notre texte. Donc, je vous montre au fur et à mesure les fonctionnalités qu'on peut avoir sur des référents de SDK Google. Donc, on va utiliser toujours le service pour récupérer les feeds. Voilà. Ensuite,
Ensuite, j'ai qu'un document, donc je vais faire assez simple. Hein. Je vais prendre juste le premier document. Voilà, que je vais appeler le test. Je vais récupérer la première feuille. Donc, vous allez voir, c'est assez intuitif. Hein, du coup. On a directement un accès assez avec une API Java, donc on se retrouve assez rapidement. Une fois que j'ai ma feuille, je vais pouvoir lui dire de changer son texte. Et puis je vais lui mettre un nom. Je vais l'appeler opération, parce que pourquoi je vais vous faire un petit démon en fait d'une sorte d'ardoise qu'on va tenir entre amis pour tenir les comptes d'un groupe de personnes comme vous. Un truc qui est bien pratique quand on part en vacances. Sauf quand quelqu'un oublie de noter qu'il a payé tout le monde. Surtout quand c'est pas lui qui paye. C'est faire attention quand même. Voilà, et pour mettre à jour, je vais demander en fait à la spreadsheet de se mettre à jour. Voilà, je lance mon test. J'ai deux fenêtres à changer. Et ce qui est intéressant normalement, si ça se passe bien, on va voir voilà, le nom de la feuille qui a changé. Je vais aller un petit peu plus loin juste pour vous montrer encore deux, trois fonctionnalités sur Google Spreadsheet. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a deux API après de manipulation un peu des données de Google Spreadsheet. On va avoir une manipulation plutôt brute, on va dire bas niveau, on va manipuler au niveau de la cellule, et une manipulation plutôt au niveau ligne de données, comme si on travaillait sur un CSV. D'accord? Donc on va commencer déjà à créer un donné, parce que pour pouvoir utiliser une fonction de CSV, en fait, il nous faut des headers. Donc on va rajouter les headers un peu comme sur la fonction de CSV. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des cellules. Voilà, donc c'est des cell entry. On va dire la position dans le document. Donc ça va pas être compris. Donc voilà, je vais créer une cellule et puis je vais lui donner un nom de cellule. Donc pour notre exemple, on va mettre un nom, un ID, un nom et puis un montant. Voilà. Et puis ce qu'on va faire après, c'est juste qu'on va insérer ces nouvelles entrées en fait dans nos documents. Donc pour ça, on va falloir récupérer la worksheet sur laquelle on travaillait. Donc la worksheet, elle est là. Voilà, j'ai extrait le code. Hop. On récupère la worksheet. La worksheet, elle va exposer des nouvelles ressources, notamment une feed URL, qui est liée à une seule feed URL, donc qui est la manipulation de bas niveau en fait, des cellules. Et on va utiliser notre service pour insérer les données avec cette URL-là et notre entrée qu'on vient de créer. Donc voilà, là j'ai terminé le code et on va voir le résultat. Là je suis en train de lancer mon test unitaire et donc normalement on devrait voir les cellules en fait qui vont apparaître au fur et à mesure. Sauf si j'ai une erreur. Ah, j'ai introduit un caractère qu'il ne fallait pas. Ok, pardon. Je vais pas lancer le bon test là. On est ici. Voilà. Donc là, voilà, je vais créer mes headers. Et ce qui va être intéressant, ce qui est intéressant déjà, c'est de voir qu'on peut travailler sur un document et que ce soit modifié sur un programme Java. C'est l'aspect un peu collaboratif de Google. Donc, moi, j'aime bien que les entêtes sont en gras. Voilà, quelques tocs. Voilà, et on va créer des données. On va voir un peu la manipulation, création de données. Il fonctionne un peu sur le même principe, sauf que là, on va créer ce qu'ils appellent une list entry. Voilà, auquel on va rajouter en fait des données, on va fonctionner un peu comme sur un mode CSV. Donc on va récupérer les éléments, là c'est comme si on manipulait une ligne complètement de CSV, et on va attribuer en fait à ma colonne ID la valeur 1. Voilà, à ma colonne, on peut mettre ça dans n'importe quel ordre, hein, c'est tout l'avantage aussi du CSV. Je vais faire un premier retrait de 45,23 €, et puis je vais m'affecter cette valeur-là. Hop. Ici, et puis toujours sur le même principe, on va insérer les données avec ce coup-ci notre URL, notre ressource, donc liste feed URL, et la donnée qu'on vient de rentrer. Alors juste pour faire vite, je vais directement en créer deux. Voilà. Deux données. Hop. Plus simple pour après. Voilà. Après, il y a des API
plus complexe que ça. Hein. L'idée, c'est de vous donner un premier aperçu de ce qu'on peut faire avec l'API. On peut faire des bulk updates ou des choses comme ça, qui ne sera pas forcément le cas que je vais vous présenter ici. L'intérêt, c'est de vous montrer qu'on peut facilement, en fait, avec du code Java, manipuler des Google Spreadsheets et créer des données. Donc là, ce qui est sympa, c'est que si on veut partager nos données Google Spreadsheet avec quelqu'un qui ne comprend rien à l'informatique, au moins qui est sur Internet, on va pouvoir manipuler les données et lui va y avoir accès de l'autre côté. Et donc on va pouvoir accéder de façon programmatique à côté. Donc, voilà. Ça c'est plutôt sympa, mais on va rester encore un peu dans les rétro-games. Ce qui est bien en fait, là on a les données, on les partage, on les a pour nous. Ce qui est intéressant, c'est un peu de faire comme de Paperboy, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu ce jeu-là. C'est distribuer les données, hein, les journaux, comme il fait sur son vélo, un petit peu à tout le monde. Alors à ceux qui sont abonnés, puis le Paperboy il le fait aussi à ceux qui ne sont pas abonnés, comme ça il va essayer d'augmenter un petit peu ces données. Donc ce qu'on va faire après dans la suite un petit peu de la session, c'est convertir notre Google Spreadsheet en API web, et ça va nous permettre d'exposer en fait au plus grand nombre de services différents, d'être interopérables avec plus de services. Donc pour ça, au niveau de Reslet, on a développé en fait une plateforme de gestion d'API, de management d'API, qui s'appelle API Spark, et je vais vous montrer en fait que dans API Spark, on a intégré en fait le SDK que je vais vous montrer pour justement fournir ce service-là au niveau de nos utilisateurs. Voilà. Donc, là, on est sur une version qui va sortir dans quelques jours de la nouvelle version de API Spark, qui est une plateforme d'hébergement inclusive API. On aura rapidement. Je vais pas en lire. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve en fait sur une plateforme d'hébergement d'API? On va retrouver des données, plusieurs types de données fichiers, hein, des données brutes, comme un file system, ou des données structurées, du JSON, une base de données, ou par exemple un Google Spreadsheet. Donc, pour fonctionner, on va d'abord demander à créer des données avec Google Spreadsheet. On peut créer des données vierges et ça sera hébergé directement par la plateforme d'API Spark sur notre infrastructure. Ou sinon, on peut utiliser directement une Google Spreadsheet qu'on va avoir. Voilà. Donc là, j'ai créé une feuille de données. La première chose qu'il va falloir faire, c'est la lier avec mon compte Google. Ça nécessite juste d'accéder à un token. Voilà. Donc là, c'est heureusement, parce que si ça ne marche pas, ma démo est finie. Donc je me suis connecté à ma session Google. Ensuite, je vais pouvoir importer des spreadsheets en fait en tant que données dans mon application. Donc voilà, là j'ai juste fait le lien entre ma spreadsheet d'FS qui a été listée avec le fonctionnement que je vous ai montré derrière, et après on va lui demander de récupérer en fait des feuilles de cette spreadsheet là pour en faire en fait des données. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va retrouver en fait des entités, donc une base de données, hein, avec des opérations qui correspondent à l'entité que j'avais créée, et des propriétés. On se rend compte que le spreadsheet n'a pas trop de fonctionnalités, puis je ne vais pas passer trop de temps. Là on est en état de configuration. Pour pouvoir accéder à nos données, on a une étape supplémentaire qui va être de la publication. Donc on va déployer en fait une instance de notre spreadsheet Entity Store sur notre plateforme, et après on va pouvoir l'appeler en fait directement la manipuler. Donc il y a une petite étape parce qu'on génère directement une petite application pour générer. Et après ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir accéder à un browser, notamment voilà, pour consulter les données. Enfin, normalement, voilà. On va pouvoir accéder à un browser, et dans ce browser, on va pouvoir aussi manipuler les données ici. Donc voilà. Voilà, on va pouvoir donc, avoir un premier niveau un petit peu de contrôle de nos données comme on aurait sur un SGBD classique. Voilà, et on a créé la donnée. Donc après, les services dont je vous parlais, pour exposer un petit peu notre Google Spreadsheet sur le monde, hein, on va créer une web API. Donc, on peut créer une web API, et c'est un peu sur une plateforme PaaS comme Google App Engine. On va créer en fait un nouveau nom de domaine, qui est par défaut un sous-domaine de API Spark, mais qui peut être aussi votre nom de domaine si vous avez un DNS. Et on va lui demander de créer une nouvelle plateforme d'API web. Alors pour les besoins, là, je vais
enlever le endpoint HTTPS pour les besoins de la démo et je vais créer un endpoint HTTP. Voilà, et donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a initialisé un certain nombre de ressources REST autour de mes données. Donc, slash opération, si vous êtes familier avec le REST, c'est assez simple, hein, slash opération, on a du get, du post, slash opération ID. Et voilà, on a un certain nombre de données. Un peu la même logique, on trouve aussi la représentation, donc la liste de nos données, que notre API va pouvoir retourner. Pour pouvoir accéder à ces données-là, on va les publier on va déployer notre version d'application. Donc ça va déployer sur notre infrastructure et on va avoir une web API disponible et utilisable directement. Alors, quand on veut tester une web API, on utilise quoi? Vous avez des outils un petit peu que vous utilisez? Postman, ouais. C'est pas devenu un standard. Et puis si on regarde sur les onglets, en plus on le voit. Voilà. Donc je vais aller sur Postman et puis on va pouvoir voir qu'on peut commencer à interagir. Donc cette mécanique-là, elle est juste basée sur le SDK que je vous ai montré avant, avec un petit peu de service rajouté en plus sur la partie données. Et donc si je vais sur mon endpoint, donc je vais avoir une URL qui va avoir été créée par la plateforme. Je vais pouvoir la rentrer ici, slash opération, hop, et je vais devoir mettre les infos d'authentification dessus. Donc par défaut, les API sont sécurisées. Après, c'est des choses qu'on peut changer. Voilà, normalement, je vais bien déployer pourtant. Alors, c'est des liens. Je vais recommencer, j'ai raté quelque chose. Donc la photographe s'approche. Voilà, je ne remets pas une instance, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de trop regarder. Voilà, en tout cas, j'ai eu un petit peu peur, mais on accède à une API web qui permet d'exposer une spreadsheet et après on fonctionne vraiment comme une API web. Donc si je veux récupérer la deuxième donnée, voilà, on peut manipuler toute la donnée. Ce qui est intéressant, après, c'est qu'on va pouvoir jouer sur les autorisations. L'utilisateur a le droit de rajouter des données. Voilà. Ça, c'est un premier niveau standard. Ce qui est intéressant ici, c'est que je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec une grid spreadsheet si on veut aller plus loin et utiliser directement les fonctionnalités internes de grid spreadsheet pour rajouter de la valeur un petit peu à notre service. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste d'avoir les noms d'utilisateurs, mais je veux bien savoir aussi qui a payé quoi et qui a moins payé que les autres. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser en fait des choses toutes simples, hein, qui sont les tables pivots qu'on va retrouver. Alors, hop. Voilà, je vais demander de créer une table pivot sur mes 3 colonnes. Je vais rajouter un champ, je veux agréger sur le nom. Je veux rajouter le montant qui a été payé, je vais le rajouter 2 fois. Voilà. Là, j'ai un rapport, un tableau de croisée dynamique assez simple qui me dit en fait qui a payé quoi au total. Voilà. Ça, je vais l'appeler pivot. Puis donc, ce qui m'intéresse, c'est que je vais faire rapidement une moyenne de tout ce qui a été payé. Donc la moyenne, ça va être quoi comme formule? Ça va être le nombre d'utilisateurs, donc la somme totale, pardon, d'abord. Donc la somme totale, ça va être la somme de la colonne C, divisé par le nombre d'utilisateurs. Alors je mets un A, mais ça c'est parce que c'est des valeurs non numériques. Ici. Voilà. Toujours mes codes qui reviennent. Donc, je vais arrondir comme ça, avec de après la virgule. Désolé. Et ça prend des points virgule. Voilà, donc ça c'est la moyenne en fait que aurait dû payer chacun pour que la balance soit équilibrée. Donc après on va pouvoir créer en fait un petit feuille récapitulative qui va s'appeler user, parce que ça va être récapitulatif par user. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Alors on va le nom d'utilisateur, le nombre d'opérations qu'il a fait, le total qu'il a payé et la balance, enfin, la différence entre ce qu'il a payé. Donc on va pouvoir utiliser mon tableau de croisée dynamique justement, des choses qu'on sous-estime souvent, mais pour récupérer toutes ces valeurs-là. Hop. La balance, c'est quoi? C'est le total moins la moyenne qui est ici, en sachant que, on va regarder ici, que ce soit négatif ou positif, c'est pas très grave. Hein. Voilà, en tout cas, lui a dû payer 12 € de moins que ce qu'il aurait dû payer.
Donc là, on a un état un petit peu des lieux, des comptes directement des différents copains. Voilà. Après, nous, très rapidement, on va pouvoir revenir sur la plateforme et puis on va pouvoir rechoisir notre entity store. Regarder nos données. Alors là, on va faire très simple. Je vais carrément supprimer les données. Je vais les recréer pour réimporter les nouvelles feuilles. Comme c'est du Google Spreadsheet, mes données elles sont chez moi et je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est un message volontaire. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est qu'il y avait la feuille pivot qui avait été importée. Pourquoi? On va avoir les réponses ici sur les traces, parce qu'en fait les entêtes du format, les entêtes en fait de cette feuille-là ne correspondent pas à des entêtes type CSV. Très bien, de toute façon cette feuille-là c'est une feuille plutôt technique, donc je ne voulais rien en faire. Voilà, je supprime l'identité parce qu'il a fallu supprimer la première entité. Donc là je mets à jour mon entity store. Et je vais pouvoir exposer en fait voilà, les nouvelles données que je vais créer de cette manière-là. On commence un petit peu sur la même logique. Hop, on retourne sur les web API. Voilà. Là, on va voir que la web API est liée à des données en fait, donc une ou plusieurs données. Voilà, on va se rafraîchir en fait à partir des données, ça va créer des nouvelles ressources qui sont liées à cette entity store-là. On pourrait les cumuler avec d'autres feuilles pour agréger plusieurs feuilles, enfin plusieurs spreadsheets. Et donc voilà, je vais avoir des nouvelles API qui vont être disponibles, que je vais pouvoir redéployer. Donc là, je ne change pas de version, on pourrait créer plusieurs versions de l'API pour gérer la compatibilité. Voilà, là pour l'instant, je vais rester sur ma V1 de mon API et je vais mettre à disposition des nouvelles ressources. Et donc, je vais déployer une nouvelle instance de mes web API sur la plateforme. Voilà, et normalement, je pourrais récupérer le compte de l'utilisateur manuel comme ça. Voilà. Vous voyez, ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout de dire pourquoi j'aurais besoin forcément d'un programme compliqué pour faire des opérations qui sont des fois basiques. Quand on veut faire des choses comme ça, le coder à la main, c'est pas toujours forcément le plus simple. Enfin, on y arrive tous, hein, j'espère, mais ça peut prendre du temps, sur l'hébergement, etc. Et Google Spreadsheet, en fait, il arrive un certain nombre de fonctions que vous pouvez directement utiliser pour avoir déjà un minimum d'intelligence dans votre application. Voilà, ça c'est la partie que je voulais un petit peu vous montrer. Après, je vais vous montrer un petit peu ce qui donne de la valeur aussi à des API. Donc ça, c'est disponible dans d'autres plateformes d'API Spark, mais c'est aussi vrai pour tout le reste, donc c'est intéressant. Donc, il y a pas mal de standards aussi d'ailleurs qui émergent au niveau des API, je vais en parler juste après. Notamment, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé du Swagger, c'est un produit qu'on retrouve beaucoup pour la documentation d'API. Et donc en fait, il définit un format de définition d'API qui peut être partagé, qui peut permettre justement de générer des interfaces graphiques pour tester nos API. Donc là, on voit en fait qu'on peut... Il y a plusieurs formats, parce que Swagger, c'était un développement d'abord interne en fait, à la société, qu'il a rendu service public, puis au fur et à mesure, comme ça marchait bien et qu'il y avait un réel besoin à ce niveau-là, ils ont commencé à enrichir en fait leur boîte à outils et puis créer voilà, des nouvelles versions. Donc d'ailleurs, on va directement aller sur une nouvelle version, puisque la nouvelle version, l'avantage, c'est qu'on a toute l'API en un seul fichier, contrairement à l'autre où il y avait un fichier par API. Donc là, on arrive sur un format standard en fait qu'on va avoir, qui est un format Swagger 2, qui est en cours de finalisation de développement, donc encore, il y a déjà des outils qui commencent à arriver à ça, mais c'est pas encore complètement finalisé. Ça va mettre du travail du côté de Swagger de ce moment-là. Et donc, on va avoir une description de mon API. Voilà, avec une version, j'ai déployé 3 fois, donc on est passé en 1.3. Voilà, les opérations, les get, du détail sur les opérations, les content types que ça peut produire. Donc là, on voit par défaut un général support du JSON, du XML et du YAML. Un petit peu de documentation. Voilà, les paramètres d'entrée. Alors, on a rajouté pas mal de paramètres en fait, sur les API côté API Spark pour avoir une certaine logique pour trier les données, filtrer les données sur les colonnes, des choses comme ça. Voilà, ça, si vous faites sur vos propres API chez vous, vous n'aurez pas forcément tout ça. Les structures de réponse. Donc là, c'est intéressant, on part voir un peu le standard. Hein. Il y a d'autres standards qui émergent, c'est toujours un peu le même principe. Hein. On définit de toute façon notre API, on décrit un peu notre API. Voilà, donc
Ici, on voit que nos données, quand on a une réponse 200, elle retourne en fait une référence vers une structure de données qui est ici, qu'on va retrouver tout en bas. Bon, je ne sais plus c'était laquelle, mais peu importe. Là, on voit notre table d'utilisateur, notre donnée d'utilisateur. C'est quoi? C'est 4 attributs avec leur type. Est-ce qu'ils sont obligatoires pour obligatoires? Pour l'instant, on n'a pas modifié. Tout est considéré comme non obligatoire dans un modificatif. Voilà, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir après arriver sur des interfaces graphiques, notamment voilà, Swagger UI, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Donc on va lui demander de charger le fichier swagger.json, donc description d'API, et on va pouvoir après, alors là j'ai pas plugué avec le nôtre parce que sur cette version-là, il n'y a pas la sécurité encore, puisqu'on a notre API authentifiée. Mais croyez-moi sur parole, si ici on met l'URL d'une description Swagger, bon, en fait on va avoir directement une documentation qui va être associée à notre API et une documentation un peu avancée puisque elle va décrire les données et elle va permettre aussi de tester en fait nos données. Donc là, je fais n'importe quoi, peu importe. On va avoir notre réponse. Voilà, ça c'est un des outils notamment que propose Swagger directement. Dans les autres choses qui ont un petit peu de la valeur, on va vouloir créer des API, les diffuser et puis voilà, travailler autour de ça. Ça dépend. Déjà, première chose, la gestion de la sécurité, hein, savoir quelle API est autorisée à quoi, quel groupe d'utilisateurs a le droit d'accéder à quelle API. La gestion des quotas. Les quotas, c'est quelque chose qui est important quand on développe des API hein, pour éviter, des fois, les attaques, les denial of service. Et puis un utilisateur aussi consomme trop d'API. Si vous, votre plateforme, vous l'avez sizer pour dire je veux uniquement. Il ne pourra pas supporter plus de 100 appels en même temps, on pourrait mettre des limites comme ça pour dire je ne peux pas appeler plus de 100 appels en même temps. Donc voilà, et la sécurité. Quelque chose aussi qui est intéressant, et donc une partie de ça est fournie par Swagger, on verra après, c'est de générer automatiquement les clients en fait, de notre API. Parce que c'est toujours sympa de créer une API, mais c'est toujours un peu rébarbatif de créer des clients. Donc là, on va pouvoir télécharger des clients pour Java, pour JavaScript. Il y en a des nouveaux qui vont arriver et qui sont notamment liés à l'extension Swagger 2 sur des clients Angular, des clients Android, des choses comme ça. On va pouvoir créer pas mal de choses. La gestion du cycle de vie des API, c'est toujours un truc un peu compliqué aussi. C'est toujours important en fait quand vous travaillez dans des API que vous exposez à des partenaires, de bien gérer la compatibilité, de bien versionner vos API et de bien faire évoluer vos API correctement. Donc ça c'est quelque chose d'assez important de le faire. Voilà, la gestion des sécurités. Et quelque chose voilà, qui est important aussi, vous, quand vous voulez monitorer vos API, typiquement, c'est d'avoir aussi tout ce qui est partie analytics. Donc là, on voit que j'ai une API qui marche super bien, même si elle n'est pas utilisée quasiment. J'ai eu quoi? J'ai eu 3 appels à peu près de mon API. On peut voir que si on appelle une API ici, Toto, voilà, j'ai un code 404. Et on va retrouver ici en fait sur la plateforme les statistiques. Ça c'est important quand vous voulez monitorer vos API. Encore une fois, que ce soit sur la plateforme d'API Spark ou vos API dans votre propre système d'information, peu importe. L'important c'est des services quand même qui vous permettent de maîtriser un petit peu votre consommation d'API. Et l'idée aujourd'hui de travailler avec les API, c'est vraiment de travailler avec le plus de monde possible. Donc c'est important quand même de maîtriser qui utilise votre API, comment ils l'utilisent, est-ce qu'ils ont des erreurs, est-ce qu'ils ont des erreurs pour faire des actions. Voilà cette partie-là. Et encore, voilà. On va parler un petit peu maintenant des standards. Je reviens un petit peu juste ici. On avait d'autres formats, hein, Rumble, Swagger, Swagger 2. On va avoir encore d'autres choses qui vont arriver. Voilà, il y a quand même l'écosystème des API, c'est un monde qui bouge beaucoup en ce moment. D'ailleurs, je pense que vous faites peut-être pour la plupart du Angular. Je ne sais pas qui fait du Angular ici. Ouais, presque 50% de la salle. Donc, dans Angular, souvent, ce que vous avez derrière, juste des API en fait, qui exposent vos données. Donc, typiquement, ce genre de service peut faciliter aussi à créer des applications en vous intéressant surtout sur la partie métier et sur la partie front-end. En tout cas, les API, c'est quelque chose maintenant qu'on trouve vraiment au centre de toutes les applications, quelles que soit le langage. Voilà, on va
tourner rapidement, je vais faire un petit tour justement de l'écosystème des API, voir un petit peu les standards qui émergent, qu'on va retrouver un petit peu comme outil à disposition. Donc JSON Schema. Alors pendant longtemps, on travaillait sur des API REST en produisant du JSON, mais on n'avait pas forcément de façon de documenter notre JSON comme on aurait un XSD en fait en XML. On peut penser que c'est pas important, que le JSON est assez explicite comme ça. Pourtant, il y a quand même pas mal de clients qui le demandent. Parce que ça les rassure, je pense qu'ils sont aussi habitués à avoir une description un peu formelle de leurs API, du modèle des données qui sont échangées. Et puis, l'avantage aussi là-dessus, c'est qu'on va avoir un certain nombre d'outils qui va pouvoir se greffer là-dessus sur la définition de vos API. Donc, si vous allez sur le site de JSON Schema, vous allez avoir en fait les différents outils qui sont capables de générer, d'utiliser le JSON Schema, notamment la validation de JSON, la validation de données, génération d'interface graphique, ça c'est plutôt intéressant aussi. Génération de la documentation. Alors c'est une spec qui est encore en draft et qui évolue, donc il faut faire attention juste qu'on supporte bien la version 4 des API. Il y a aussi la partie validation des données dans la spec, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Ravel. Ravel, c'est un langage de définition également, et de définition d'API. Voilà, dans lequel on va décrire complètement notre API, comme on avait un petit peu sur le format Swagger tout à l'heure. Là, on va pouvoir décrire les entités qu'on a, les règles de validation. Et on va retrouver d'ailleurs ici, donc sur une opération song ID, la réponse qui va être de type JSON et le schéma qui va être associé en fait à la donnée qu'on va retourner. Et le schéma qui va être associé, c'est du JSON schéma. Donc on voit un petit peu la syntaxe ici. Donc Swagger, moi je viens de parler, Swagger c'est vraiment une boîte à outils, il y a pas mal de choses qui émergent de Swagger. Donc Swagger UI, on vient de le voir, la génération de SDK. Donc nous, chez API Spark, on génère à peu près la moitié de nos clients via Swagger et la moitié avec nos propres outils de génération de code. Tout ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des applications, par exemple, directement chez vous, et vous voulez les documenter, Swagger arrive avec des annotations Java qui vous permettent de rajouter de la metadata en fait, sur vos API. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la description des paramètres d'entrée, des codes d'erreur, voilà. Et tout ça, ça va être utilisé en fait pour générer aussi bien les clients que la documentation. Et il y a pas mal de librairies pour combattre le Swagger avec du Spring MVC, donc Jaxala ça existe, du Reslet ça existe. Enfin, voilà, c'est devenu quand même assez utilisé pour ça. Swagger Editor, qui permet justement avec une telle interface graphique de créer sa web API et de voir un petit peu la documentation à côté. Ça peut être intéressant quand on a son API web déjà développé, mais on n'a pas de documentation, ce qui arrive souvent, hein, faut l'avouer. Quand c'est un usage interne, c'est pas très grave, même si des fois on aimerait bien, pour un nouvel arrivé, l'écrire un peu plus facilement, d'une façon un peu plus sympa, l'API qu'il va avoir besoin d'utiliser. Donc voilà, pas mal de choses. JSON Editor, c'est un petit projet que j'ai trouvé sur GitHub, qui est plutôt sympa, parce qu'on lui file un JSON schéma, et en fait il va générer complètement une interface graphique customisable, avec plusieurs layouts, on va pouvoir lui dire quel jeu d'icône on veut choisir, est-ce qu'on utilise Bootstrap ou je ne sais plus quel format. Mais en fait, ça va nous créer une petite interface graphique avec même, on le voit ici, une gestion des erreurs de validation. Voilà, donc la validation qui se retrouve dans le JSON schéma, bien entendu. Donc voilà, c'est là qu'on voit aussi tout ce qu'il y a comme petits outils. Alors c'est des outils qui sont développés souvent par des indépendants ou par des plus grosses sociétés, mais qui finalement, c'est quand même bien pratique. Et qu'on peut réutiliser facilement sur des projets. Donc en fouillant, on trouve pas mal de choses quand même assez sympas. Donc Postman, j'en ai parlé, donc, qui permet de faire des tests d'API. Ce qui est intéressant souvent quand on travaille avec Postman, enfin on travaille avec les clients, c'est si on n'a pas la possibilité de générer les clients directement dans les clients de notre API, dans le langage utilisé par l'entreprise qui va l'utiliser, ben on peut lui fournir une collection Postman et il pourra au moins tester notre API. Donc, on définit toutes nos collections. On lui exporte, on lui envoie, il importe, et lui, il a juste à l'appeler avec les bons paramètres, et puis il peut voir à quoi ça ressemble. C'est un premier niveau assez intéressant. D'ailleurs, c'est une extension qu'on va faire bientôt dans REST Framework pour pouvoir générer à partir de nos API du format Postman, c'est intégré dans Postman. Après, il y a une version payante de Postman qui s'appelle Jetpack, qui permet de faire des tests automatisés d'API, donc c'est ce qu'ils vont appeler des collections runner. Donc on va pouvoir définir nos tests d'intégration. Les résultats attendus, etc. Et il va pouvoir passer les tests d'API qui sont très pratiques pour
pouvoir vérifier notamment la partie compatibilité, qui est une partie quand même assez compliquée à gérer, où en tout cas il faut être assez attentif, surtout quand on a plusieurs utilisateurs. Quand on a un utilisateur, il râle, c'est pas très grave, sauf que ça dépend s'il paye cher. Pas envie qu'il râle de trop. Voilà. Runstop, qui est un projet qui fait un petit peu les mêmes choses, mais qui est plus orienté test encore que API, mais vers plutôt vraiment test d'intégration. Il y a une version payante également qui permet de faire du monitoring en prod de nos API. Voilà, résultat de test d'intégration, compatibilité. Voilà, un produit assez intéressant aussi à regarder pour tous ces tests d'API. API Spark. Donc, on a fait un petit tour, je vous montre juste un petit peu les services qu'on pourra avoir, les types de services. Après, il y en a d'autres, hein, vous pouvez aller chercher sur vos besoins, voilà, ce qui existe dans l'écosystème. Mais voilà, le type de service qu'on pourra avoir chez API Spark, c'est la conception d'API, donc l'hébergement, la gestion du cycle de vie. Voilà, c'est des choses quoi qu'il arrive, si vous développez votre API vous-même, c'est des problématiques que vous allez avoir, donc c'est bien de voir ce qui se fait dans les services, quoi qu'il arrive, en général, c'est des choses que vous avez besoin de gérer vous-même aussi. Donc la documentation, génération de SDK, des connecteurs, c'est pour connecter des API que vous avez déjà développés en fait, dans votre système d'information à la plateforme API Spark pour bénéficier de services supplémentaires. Ça peut être l'authentification, l'analytique, ça peut être juste la partie documentation ou intégration avec des standards comme Swagger, des choses comme ça. Et là, on va sortir aussi dans les prochains jours également, on a pas mal de changements là, un studio. Donc le studio, ça va être juste un studio de création de web API. On va pouvoir partir d'une feuille blanche et puis de créer notre web API et après l'exporter justement dans les formats Swagger, l'exporter dans les formats Ramel, télécharger les SDK, voilà. Et juste un client qui est complètement détaché, on va pouvoir, c'est juste un front-end qui va nous permettre de crafter une API assez facilement. Voilà, donc comme je disais, l'écosystème, c'est vraiment quelque chose qui grossit tous les jours, c'est très actif. Il y a pas mal, les standards, c'est pas des standards en fait au sens il y a une spec qui a été faite par un institut, un consortium, etc. C'est plutôt des outils en fait qui prennent un petit peu, enfin des outils ou des spécifications d'un outil qui vont devenir des standards de fait par le fait que c'est de plus en plus utilisé, ça répond à un besoin. On va retrouver quand même pas mal de choses par rapport à ça. Voilà, et donc chez Rested, voilà, on va sortir une nouvelle version de toute la plateforme de Rested Framework, donc le projet open source, l'API Spark, Rested Studio, dans les jours qui viennent, d'ici quelques jours. Donc, je vous invite tous déjà à vous inscrire sur la newsletter. Donc, sur la newsletter, vous allez pouvoir être informé en tout cas de la sortie d'une nouvelle version. À tester aussi les outils, ou au moins vous renseigner l'écosystème des API. Voilà, je vous remercie pour cette présentation. Vous avez des questions? Oui. Une question. On a montré au début l'API Spreadsheet en Java. Ouais. Est-ce qu'elle est disponible dans d'autres langages? En Python. Non. En Python, je crois pas, non. Après, non, je ne pas dire bêtises. En fait, c'est des échanges XML qui est encapsulé dans l'API Java, c'est des échanges XML et des appels REST. Tu peux toujours le coder toi-même, mais c'est quand même plus pratique quand ça existe. JavaScript et XML ne sont pas super top. C'est vrai. Puis j'imagine que c'est des formats qui ne sont pas très documentés, donc à part analyser un petit peu les échanges qui sont faits, tu ne trouveras pas grand-chose dessus. Que vous voulez utiliser. Ce qui est intéressant en fait aussi avec ça, c'est que on avait une discussion tout à l'heure, vous n'allez pas forcément l'utiliser en entreprise demain pour des raisons quelconques, mais si vous avez un petit projet perso, vous voulez démarrer, vous voulez des données, créer un petit front-end, je vous encourage à le faire, c'est vraiment sympa. On peut, voilà, même avec Google Spreadsheet, on peut voilà, avoir un jeu de données, avoir des fonctionnalités et commencer à avoir un service. Plus tard, si ça marche, on passerait sur du Hadoop. Il y a un accès gratuit à Spark? Ouais, il y a plusieurs plans, il y a un accès gratuit. Ce qui n'est pas limité en feature, c'est juste limité en fait en nombre d'utilisateurs et en nombre d'appels. Voilà. Pas d'autres questions sur même l'écosystème des API. Il y en a beaucoup qui font des API REST dans leur entreprise.
plutôt de ce côté-là. Ok, bah écoutez, en tout cas, merci d'être venu.